Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène en Lorraine, plus précisément en Meurthe-et-Moselle, un département dont la forme géographique ressemble d'une certaine manière à celle du Noir, remodelé qu'il a été, ce département, par les successives guerres franco-allemandes qui l'ont évidemment beaucoup marqué. C'est un département qui, au nord, plus récemment, a souffert de la crise sidérurgique, mais qui est doté d'une agglomération nancéienne très dynamique. Et au sud, la Meurthe-et-Moselle est d'une certaine manière, en certains endroits, plus rurale. Le diocèse de Nancy et Toul, pour l'Église catholique, a une population de 730 000 habitants, une église qui possède un maillage territorial de 55 paroisses et de 10 secteurs pastoraux, et où l'enseignement catholique est composé de 23 gros établissements scolaires, ensembles scolaires même, puisqu'ils comprennent différents degrés. Alors dans ce diocèse, il y a 64 prêtres en activité, 28 diacres permanents et 15 communautés religieuses dans ce diocèse de Nancy et Toul, qui compte par ailleurs 3 séminaristes en formation, un diocèse dont nous allons parler avec notre invité, Monseigneur Jean-Louis Papin. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la vie des diocèses. Vous êtes donc évêque de Nancy et de Toul depuis 1999, soit 23 années d'épiscopat. On peut rappeler par ailleurs qu'au plan national, vous avez été notamment vice-président de la Conférence des évêques de France de 2004 à 2007. Alors, quelques dates dans votre vie, sur votre parcours. Vous êtes né en 1947 dans le Maine-et-Loire. Vous avez été ordonné prêtre en 1974, c'était pour le diocèse de Nantes. D'Angers, pardon. Et vous avez été supérieur du séminaire interdiocésain de Nantes, voilà, de 1993 à 1999. Année où vous serez donc nommé, ordonné et installé évêque de Nancy et Toul. Votre devise épiscopale, avance au large. Alors, avance au large, j'imagine, on en parlera d'ailleurs en fin d'émission, puisque c'est aussi le nom du rassemblement diocésain qui va ponctuer cette année 2022. Avance au large, c'est une devise épiscopale qui, j'imagine, a été pendant ces 23 années importante pour vous, puisqu'elle vous a amené dans un long épiscopat pour ce diocèse. Oui, tout à fait. Je suis très sensible à cette parole du Christ, parce que c'est une parole qui vient de lui, donc on a dans l'Évangile. Et je suis assez marqué par la double traduction que l'on peut faire de cette phrase, et double traduction que l'on rencontre dans les différentes éditions du Nouveau Testament. Il y a le « avance au large » et il y a le « avance en eau profonde ». Le « avance au large », ça nous oriente plutôt, je dirais, vers la mission. Comme nous le dit souvent le pape François, il faut sortir, il faut sortir de nos murs. Le avance en eau profonde nous oriente davantage vers les profondeurs de la vie divine, en quelque sorte, c'est-à-dire l'invitation à développer notre communion avec Dieu, notre relation avec Dieu. Et je trouve que ces deux traductions se complètent, elles vont ensemble. Comment pourrions-nous aller de façon féconde au large de la mission sans être profondément ancré en Christ, profondément ancré en Dieu. Et inversement, je dirais, comment pourrions-nous nous dire ancrés en Dieu, en profonde communion avec le Christ, si nous n'allions pas au large de la mission? Eh bien, ça m'a toujours guidé au long de ces 23 années. Alors, je parlais de l'agglomération nancéienne en préambule de cette émission. À Nancy, il y a plus de 40 000 étudiants. Près de 50 000. Près de 50 000. Une jeunesse qui est très importante sur Nancy. Et on va en parler parce qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, une messe des jeunes a été créée sur Nancy, qui est devenue une véritable institution d'une certaine manière. Elle rassemble de nombreux jeunes, alors des étudiants, mais pas seulement, aussi des jeunes professionnels, tous les dimanches à 19h à l'église Saint-Léon-Neuf.
Alors auparavant, la messe était célébrée, cette messe des jeunes était célébrée dans une autre paroisse, plus en périphérie de Nancy, mais aujourd'hui, elle est plus proche du centre-ville, ce qui draine davantage de monde, et donc pas seulement des jeunes au sens strict. Cette messe a aussi permis de faire naître un groupe de pop louanges local qui s'est monté à force de faire l'animation de cette messe. Elle fait aujourd'hui, ce groupe de pop louanges fait aujourd'hui des concerts, et ces jeunes sont aussi en demande de moments conviviaux et festifs, notamment à la suite du Covid. Et c'est pour ça que la Pastorale des Jeunes a d'ailleurs décidé de créer des apérocs. Alors je vous propose de découvrir tout cela en images et en reportage, et après on en parle avec vous, Monseigneur. À Nancy, ce dimanche soir, Mathilde Lalot arrive à l'église Saint-Léon-Neuf, 1 heure avant la messe. Elle a donné rendez-vous aux musiciens pour répéter les chants du jour. Bonsoir. Et du coup, tu fais ta demeure, ça vous va en communion? Okay. Ou Victoire à l'honneur de Dieu. Ouais, il y en avait plusieurs qui passaient. Cette étudiante en 5e année de médecine est coordinatrice de la messe des jeunes qui a lieu ici tous les dimanches à 19h. Elle anime une vraie communauté de jeunes. Le dynamisme et ce qu'on essaye de créer, c'est qu'on puisse intégrer les gens et dire voilà, il faut du monde pour faire de la musique, il faut du monde pour écrire les prières universelles, il faut du monde pour faire la quête, il faut du monde pour les lectures, et que les personnes se sentent intégrées et qui ne viennent pas juste s'asseoir tout pile à l'heure et qui repartent juste pas tout pile, juste après, et qu'on ait un temps d'échange après, sur les lectures ou sur plein de choses, sur la vie en général. Chaque semaine, la messe rencontre un certain succès. Ce soir, ils sont plus de 80. L'agglomération nancéenne compte 20% d'étudiants parmi sa population. Selon le père François Weber, aumônier des étudiants, ce dynamisme rayonne au-delà de la ville. Ici, on a 45 000 étudiants à Nancy. Donc un jeune, il va faire ses études ici, mais en général, il partira après. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille pour les autres en faisant comme ça. On en a quand même quelques-uns qui sont là. Il y a déjà des familles qui sont constituées là avec les jeunes qu'on a. Pour mobiliser, Mathilde a eu son idée. Après la messe, une fois par mois, c'est apéroc. Ça va, vous gérez? Ouais, c'est bon, ça va. Et vous demanderez aux autres de vous changer. Un moment de convivialité et d'échange, important dans la vie de ces jeunes. Je trouve que c'est important de parler de sa foi avec des jeunes qui partagent les mêmes valeurs que nous. On peut discuter plus facilement, en tout cas, avec ces personnes sur des sujets qui nous rapprochent. Cela permet aussi d'attirer de nouveaux visages vers l'Église. Pour une bonne évangélisation, je pense que ça passe déjà par pas être tout seul. Il faut déjà être plusieurs. Quelquefois, il y a des jeunes, ils viennent tester, ils viennent découvrir un peu la messe. Et c'est l'occasion d'aller vers eux, leur dire salut, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et c'est vrai, ça peut être une bonne mission d'évangélisation. Derrière ces pas de danse, c'est bien l'Église qui se construit, en invitant les participants à passer plus de temps ensemble. Certes, aller à la messe, écouter les lectures, écouter l'homélie, aller communier, c'est très important, c'est ce qui fait l'Église, c'est ce qui fait la foi, mais il y a échanger, il y a l'Église avec le grand E et l'Église avec les personnes. Et surtout à nos âges, je pense que c'est très important d'avoir des amis, d'échanger sur nos questions, sur nos affirmations. Je pense que la messe des jeunes à Nancy et aussi ailleurs favorise vraiment ça, quoi. Prochain rendez-vous festif pour les jeunes du diocèse, le barbecue de fin d'année, le 26 juin. Voilà, la date est notée sur les agendas des jeunes du diocèse. Monseigneur Papin, depuis un peu plus de 10 ans, cette messe des jeunes existe. Quels en sont les fruits sur le long terme que vous avez pu percevoir, en fait ? Cette messe des jeunes, et avec tous ceux qui l'environnent, ça ne se réduit pas seulement à la célébration de la messe, dit bien les attentes des jeunes aujourd'hui. Il y a une attente de pouvoir s'identifier en tant que chrétien et de façon ecclésiale. Parce que beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils sont chez eux, dans leur village, et qu'ils se rendent à la messe du village, ma foi, ils sont éventuellement le seul ou les deux seuls jeunes au milieu d'une assemblée très réduite et constituée de personnes âgées. Et puis ils sont là un peu en consommateurs d'une certaine façon. Donc il y a un besoin chez eux de se retrouver
entre jeunes chrétiens et de pouvoir prier ensemble, chanter ensemble, célébrer ensemble. Et la messe qui a été proposée il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années répond à cette attente. Alors c'est pas des immenses assemblées, hein, mais c'est entre 80 et 150 jeunes, auxquels d'ailleurs s'adjoignent aussi quelques adultes. Et puis aussi, une de leurs attentes, et on le voit, c'est que ça ne se réduise pas à une célébration, mais qu'il y ait, après la célébration ou avant, un temps de convivialité, un temps de partage, un temps d'échange. Il y a besoin de lieux de parole, ils le ressentent. Alors ça peut être, comme ça a été dit, sur des thèmes particuliers ou bien sur l'invitation de témoins qui viennent dire comment ils vivent leur foi chrétienne dans la société. J'ajouterais une autre dimension qui n'est pas présente ici, mais que je rencontre beaucoup dans des groupes de jeunes, c'est la volonté d'un engagement dans la société sur le créneau notamment de la charité. Il y a des groupes qui se lancent dans des maraudes. Il y a un projet, alors ça va être au niveau de jeunes actifs, il y a un projet de Maison Lazare. Maison Lazare, c'est une association de colocation entre des jeunes actifs et des gens de la rue. Voilà, nous sommes en train de travailler ce projet. Il y a un lieu qui est envisagé. À Nancy ? À Nancy. Donc, ces trois éléments-là me paraissent révélateurs d'une attente des jeunes aujourd'hui. Pouvoir s'identifier comme chrétien et en Église, pas de façon isolée et individuelle, se retrouver pour des temps de partage, d'échange, de fêtes, de convivialité, et puis être des actifs dans la société, notamment sur le créneau de l'humanitaire et de la charité. En 23 ans d'épiscopat, vous avez dû certainement la voir évoluer, cette jeunesse, en particulier à Nancy, puisqu'à Nancy, c'est un pôle étudiant, un pôle de jeunes actifs vraiment dynamique. Qu'est-ce qui vous marque aujourd'hui, j'allais dire, entre il y a 23 ans et aujourd'hui? Quelle est la principale différence? Lorsque je suis arrivé dans les premières années, il était relativement facile d'organiser au plan diocésain des grands rassemblements de jeunes. J'en ai connu un certain nombre. Il pouvait y avoir 200, 300 jeunes, également partir ensemble en pèlerinage à Lourdes. Bien. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus éclaté et donc beaucoup plus difficile. Il y a une multitude de groupes. Là, on a évoqué l'aumônerie des étudiants. Alors, l'aumônerie des étudiants, il y a des petits groupes en fonction des disciplines. Il y a l'aumônerie santé, il y a l'aumônerie Sciences Po, il y a l'aumônerie école des mines. Il y a environ une dizaine d'écoles d'ingénieurs aussi, voilà, mais qui se retrouvent aussi chaque mercredi. Bon, l'aumônerie des étudiants. Il y a des groupes de paroisses très diversifiés. Il y a les scouts, très nombreux, Scouts de France, Scouts d'Europe, Europa Scout, et puis il y en a d'autres. Mais par contre, il est très difficile de les retrouver dans des rassemblements beaucoup plus larges, parce que chacun a son programme et tient à son programme. Alors, la messe des jeunes est un des lieux de regroupement pour un certain nombre. Il y a la marche des rameaux, que nous organisons chaque année. Il y a des temps de retraite et de récollection qui sont proposés par le service diocésain de la pastorale des jeunes, mais par rapport à ce que j'ai connu au début de mon épiscopat, il y a un gros changement là-dessus. Mais je crois que c'est assez symptomatique de la société en général, où on a une sorte d'émiettement, ce que un journaliste qui est un observateur de la société a appelé l'archipel français. L'archipel français. On retrouve quelque chose de cet ordre-là dans l'Église, aussi bien au plan des jeunes, mais de façon plus générale. Alors, ça pose vraiment la question de la communion entre tout ce monde, de la communication. Moi, je crains que parfois on se referme sur des groupes d'affinité. Voilà. Et c'est peut-être le rôle d'un évêque, notamment, que d'aider à dépasser cela sans vouloir pour autant tout uniformiser.
bien sûr. Chaque spécificité est à respecter parce que c'est une richesse, mais l'Église, c'est une communion dans la diversité. Alors, dans votre diocèse, Monseigneur Papin, a émergé le projet de créer une maison familia. Ce concept vient du diocèse de Lyon, au départ, c'est là qu'il est né. Il existe aujourd'hui une douzaine de maisons familia en France. Alors, ces maisons mettent des solutions et des professionnels, on pourrait dire, à disposition des couples, des parents, des jeunes, des seniors. Alors, il y a des espaces d'accueil, des salles de jeu, des ateliers qui sont organisés, des groupes de parole, différentes choses. Et à Nancy, une enquête d'opportunité a d'abord été menée en 2020 auprès des paroisses et des différents mouvements qui sont présents dans votre diocèse. Et l'enquête a montré un accueil enthousiaste des différents acteurs du diocèse avec 3 besoins particulièrement identifiés, l'accueil, l'écoute et l'accompagnement des couples et des familles. Et donc cette étude de faisabilité qui est lancée doit être bouclée à la fin de l'année. Un lieu a été identifié, il s'agit d'un ancien presbytère situé en face de la gare qui sera disponible en 2023. Les travaux d'aménagement du lieu pourront donc commencer cette année-là, en 2023. Alors avant que nous en parlions ensemble, Monseigneur, je vous propose tout d'abord qu'on écoute ensemble les explications d'Isabelle Enrault, c'est la présidente du projet. Ce projet, il est né au sein du service diocésain de la pastorale des familles. Nous avions tous reçu une mission. L'une de ces missions, c'était en direction des familles en difficulté. Et très vite, on s'est rendu compte que les familles en difficulté, ça n'existait pas. Toutes les familles traversent à un moment ou un autre de leur vie une étape douloureuse. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être une difficulté éducative, ça peut être une crise de couple. Et en même temps, il y avait cette exhortation apostolique du pape François, Amoris Laetitia, dont le paragraphe 246 dit qu'il n'y a pas de tâche pastorale envers les familles plus importante que de renforcer l'amour et de guérir les blessures. Donc on commençait déjà à avoir une petite intuition de là où on voulait aller. Et à ce moment-là, on a presque par hasard visité la maison des familles de Lyon. Et à ce moment-là, ça a été une révélation, on savait ce qu'on voulait faire. Et c'est un projet que nous menons qui est un projet d'origine chrétienne, mais qui est un projet laïque. Donc cette maison familiale, ça ne sera pas un lieu d'évangélisation. Mais si des personnes ressentent le besoin d'aller plus loin, ont des questions auxquelles la maison familiale ne répond pas, la paroisse est toute proche. Et cette synergie, cet écosystème-là aussi, il est important pour nous. Écosystème, c'est le nom qui, je trouve, décrit bien finalement ce qui est en train d'être imaginé avec ce projet-là, Monseigneur, notamment en direction des familles. En direction des familles. Ce projet, comme il a été dit, est né dans la suite des 2 synodes romains sur la famille et de l'exhortation à Amoris Laetitia qui a suivi. Et dans le même temps, il nous fallait revitaliser la pastorale des familles qui était assez atone, il faut bien le dire. Et donc, nous avons d'abord organisé une session de rentrée pastorale sur Amoris Laetitia, nous approprier cette exhortation. Il y avait environ 200 personnes. Et puis ensuite, il y a eu une assemblée diocésaine que nous avons chaque année. Nous appelons ça l'ADO, Assemblée diocésaine ordinaire, qui a été consacrée à ce thème de la famille, où je demandais aux participants ce qu'il fallait mettre en œuvre dans notre diocèse sur cette réalité de la famille. Il y a eu plein de suggestions. Tout cela a été mis en forme, a donné lieu à une feuille de route que j'ai présentée à la session de rentrée suivante à l'ensemble du diocèse, en même temps que j'annonçais une nouvelle équipe diocésaine de la pastorale des familles. Donc il y a eu là une dynamique qui a été enclenchée et qui se poursuit. Et c'est de là, entre autres, qu'est né ce projet de maison des familles. Alors, bon, c'est un long projet. Il y a eu cette enquête d'opportunité, comme cela a été rappelé, une enquête pas seulement du côté des mouvements d'église, mais aussi de toutes les instances publiques, associations qui sont engagées sur ce créneau et qui ont été vraiment très encourageantes, très enthousiastes. Elles n'y ont pas vu de la concurrence. Il est vrai que les besoins sont tellement immenses dans ce domaine. On sait que la famille, c'est une valeur
probablement la plus prisée de nos concitoyens. Les sondages le montrent les uns après les autres, mais en même temps, une réalité extrêmement fragile. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de 400 000 ruptures de couple en France chaque année, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Et donc, l'Église, on a dit tout à l'heure dans ce reportage, Isabelle Enroux a dit, le but, c'est pas l'évangélisation. De fait, ce n'est pas l'évangélisation, mais c'est un service tout de même qui naît de l'Évangile, qui s'inspire de l'Évangile et un service de la société. Ça relève de la mission diaconale de l'Église dans la société, comme à d'autres époques, et encore aujourd'hui, elle le fait sur le plan éducatif des enfants et des jeunes, ou dans le monde de la santé. Là, c'est dans le domaine de la famille, un lieu d'écoute, un lieu de parole, un lieu aussi de formation, avec des professionnels. Moi, je suis très, très motivé pour le développement de cette maison des familles. Monseigneur Papin, il nous reste 5 minutes dans cette émission. Avant qu'on aborde la toute dernière séquence, je voudrais qu'on parle de votre épiscopat, 23 années comme évêque de Nancy et de Toul. S'il fallait retenir d'une certaine manière une façon de vivre la mission qu'a été la vôtre d'évêque, vous diriez quoi? Qu'est-ce qui finalement vous a frappé pendant ces 23 années? Ça a été d'accompagner positivement une mue. Voilà, parce que c'est ça que nous vivons. Une mue, une Pâque, un passage, alors qui, comme toute mue, invite à un dépouillement, à un abandon d'une peau, c'est-à-dire d'une certaine façon de vivre l'Église, d'annoncer l'Église, pour faire place à une nouvelle façon, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est. Et ce qu'elle va être, mais d'être attentif aux petits germes qui poussent ici ou là et de les encourager. Donc tout un travail de discernement. J'ai essayé de valoriser ce temps dans lequel nous sommes, parce que souvent c'était dévalorisé. Les gens, non, il n'y a plus rien, c'est terminé, voilà. Mais non, nous sommes dans un passage, dans une Pâque. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'accompagner. Je ne sais pas si j'ai bien réussi, mais voilà, j'ai essayé de voir cela de façon positive et de faire comprendre aux gens de vivre cette période de façon positive. Alors on aborde la toute dernière séquence de cette émission, cette séquence où les diocésains vous posent directement leurs questions. Ce sont les questions de terrain. Une première question qui vous est posée par Anne-Lise. Bonjour Monseigneur. Pourquoi appelle-t-on Jésus fils de l'homme alors qu'il est fils de Dieu ? Oui, en fait, c'est lui-même qui s'appelle fils de l'homme. Alors il fait référence à une figure de l'Ancien Testament que l'on trouve notamment dans le livre de Daniel, du prophète Daniel, était une figure porteuse du salut que le Seigneur allait donner à son peuple à la fin des temps. Donc pour Jésus, quand il utilise pour lui-même cette figure du Fils de l'homme, c'est comme pour dire, voilà, ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament arrive en ma personne. Une deuxième question qui vous est posée par Clotilde. Bonjour Monseigneur, j'avais une question à vous poser. Comment vous avez su que votre vocation serait d'être prêtre ? Est-ce que c'était une conviction ? Est-ce que vous l'avez découvert pendant un temps de retraite ? Voilà. Oui, c'est d'abord une conviction personnelle, puisque j'ai exprimé ce désir la première fois, j'avais 8 ans. J'ai dit à mes parents, je veux être comme tonton.
C'est-à-dire, j'avais un oncle prêtre. Bon, ensuite, il fallait que cela soit confirmé. Donc, il y a eu toute cette période de discernement, d'accompagnement, qui, petit à petit, à travers aussi un ou deux moments de crise, m'ont confirmé que c'était bien à cela que le Seigneur m'appelait. Donc, au départ, une conviction, mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'elle soit confirmée par l'Église de différentes façons. Monseigneur, vous aviez lancé en 2019 une démarche triennale, Repartir du Christ, avec un grand rassemblement cette année, le 4 juin, à la Chartreuse de Beaucerville, qui d'une certaine manière vient conclure cela. C'est aussi le dernier moment, le dernier grand rassemblement peut-être avec vos diocésains. Oui, tout à fait. Conclure cette démarche triennale, Repartir du Christ, rendre grâce, j'espère qu'il y a matière pour mes 23 ans d'épiscopat. Et puis c'est aussi le lancement d'une semaine, une grande semaine missionnaire dans tout le diocèse pour témoigner du Christ, annoncer l'Évangile. Et c'est sur cette démarche missionnaire alors que nous concluons cette émission. Merci beaucoup, Monseigneur Papin, d'avoir répondu à nos questions et à celles des diocésains qui ont été posées à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. Pour en savoir plus sur le diocèse, je vous invite à aller sur le site internet du diocèse de Nancy, dont l'adresse s'affiche en bas de vos écrans. Pour revoir cette émission et bien d'autres, je vous invite à aller sur notre site internet de KTO, ktotv.com. Un grand merci encore pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt.